Bon, on commence. Allez, on va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons commencer la conférence de Yvan West Laurence. Et comme vous ne sauriez pas qui est ce monsieur, c'est le fondateur, rédacteur en chef pendant des années du magazine Animeland. Donc autant dire qu'il connaît un petit peu la préhistoire du manga en France, on va dire. Voilà, même s'il est tout jeune. Donc, dès qu'il aura terminé de voir son petit coup, il va vous parler donc de la préhistoire du manga en France, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Naruto, et où le magazine papier se vendait. Ça existait, il y a eu ça, je crois. Et il va en parler mieux que moi. Et tout papier, ça ne servait pas uniquement pour les toilettes. Voilà. Merci d'être venus aussi nombreux. Je vais vous parler, je vais vous parler dans une demi-heure effectivement de ce qui se passait aussi et des événements d'ailleurs que je relate dans ce magnifique livre publié chez Obaï Books qui s'appelle Yvan Game. Si vous êtes gentil, ça me bien. La prochaine fois, ce sera Yvan Game. Je vous rappellerai toutes les histoires de cul sur 20 ans dans le monde de l'animation du manga en France. Mais c'est pas pour tout de suite. On parlait de la préhistoire, il me semble un peu intéressant de revenir sur certains éléments qui datent des années 80. Si je vous montre ça, ça vous rappelle quelque chose? Et dans ça ne sert pas à quel niveau? Enfin, maintenant, oui. Allez, en plus, c'est même pas de la VHS, si vous regardez bien, c'était un Betamax. Parce qu'avant, le système VHS, on avait différents formats qui étaient le B2 et le Betamax en plus. Et dans les 3 quarts, ça coûtait de toute façon une blinde, il fallait facilement mettre dans les 20 000 ou 30 000 francs pour acheter ce genre de matériel. Et les personnes qui les avaient la possibilité d'enregistrer le peu de programmes qui passaient à la télévision française. Je rappelle qu'à l'époque, nous avions 2 chaînes uniques, TF1, Antenne 2 et France 3 qui commençaient avec des jeux de 20 heures. Et je crois que ça durait peut-être 3 heures de programme par jour. Et c'était pas génial, mais en plus, il avait une redevance supplémentaire à celle de la télévision, une redevance pour des magnétoscopes, puisque en France, on est très argent et les taxes. Et le magnétoscope n'a pu démarrer au niveau des ventes en 1985, quand le gouvernement a enfin compris qu'il fallait enlever cette redevance débile et faire baisser un peu les prix des magnétoscopes. Et du coup, d'un coup, on a pu avoir ce merveilleux engin qui permettait d'enregistrer des émissions, ce qui passait à la télé, le peu qui passait à la télé, sans être devant son petit écran. Parce qu'avant cela, évidemment, on était distributeur des programmes télé pour pouvoir suivre les programmes. Donc, ce magnifique engin, mine de rien, est pour moi très important, puisque c'est celui qui m'a permis d'enregistrer des émissions qui étaient souvent décriées, mais qui m'intéressaient. Qui m'intéressaient pourquoi? Parce qu'il y avait certaines séries animées japonaises qui passaient à la télévision, parfois tout à fait inaperçues. Je pense immédiatement à Conan le futur, que j'ai pas enregistré de cette manière-là. Même Mobius, Jean Giraud, manquait d'enregistrement. On a discuté ensemble juste avant la création d'Animeland en 91. Il m'avait demandé les cassettes que j'avais. Vous imaginez à l'époque, Mobius qui demande un truc comme ça à un petit garçon d'à peine 20 ans. C'était quelque chose. Mais donc les cassettes, c'était intéressant parce que ça me permettait déjà d'aller passer en accéléré les saloperies qui passaient dans le club Dorothée au hasard, de ne pas subir ce qui se faisait en direct à la télévision, mais en plus de garder trace des épisodes, et parfois même vous rendre compte que, mine de rien, les épisodes étaient censurés, étaient coupés, et ceux qui avaient écouté ces épisodes-là, je pouvais aussi leur prêter les cassettes pour suivre des séries. Ça m'a été très utile, notamment pour une série qui est pour moi très importante, qui s'appelle Robotech, qui passait sur la 5. Et là aussi, je rappelle les faits. En France, la 5 ne passait pas dans toutes les régions. Certaines personnes n'avaient pas la 5. D'autres personnes avaient aussi la possibilité de capter Télé Monte Carlo, ceux qui étaient le plus proches. Je ne sais pas si c'était d'ailleurs de Monte Carlo, d'Italie ou de la Suisse ou pas. Enfin, tous les gens qui étaient dans ce point-là pouvaient recevoir Télé Monte Carlo, qui passait souvent des programmes de la France. Et il y en avait d'autres qui avaient la possibilité, le temps frontalier, de suivre les programmes dans d'autres pays. Mais, donc, beaucoup étaient frustrés de ne pas suivre les nombreux dessins animés japonais qui passaient sur la 5 et qui nous passaient des fois encore plus censurés et de manière totalement aléatoire sur TF1 plus tard quand la 5 a disparu. Allez, attention.
puisque là aussi c'est un fait que je dois rappeler, par cette histoire. Beaucoup se plaignent des prix des. Le son. C'est comme ça. Beaucoup se plaignent des prix des DVD ou des Blu-ray actuellement, même en France. Outre que c'est la connerie, il faut rappeler que même au Japon, acheter une vidéocassette ou un laserdisc, c'est exactement le même prix. Et pour avoir une Noémie ou quelques épisodes d'une série télé au Japon, il fallait dépenser en France l'équivalent, parfois pour un film d'animation au hasard en Ghibli, il fallait dépenser jusqu'à 1200 voire 1500 francs le laserdisc. Et ceux qui espéraient payer moins cher la cassette vidéo, ils se trompaient parce que c'était exactement le même prix. C'était plus dur à regarder. C'était plus dur à regarder, mais du coup, il était plus facile entre guillemets d'obtenir du matériel comme celui-là, donc un laserdisc, parce que c'était le même prix, le lecteur était de meilleure qualité qu'un vulgaire magnétoscope. Il fallait évidemment aussi, à part ça, si les gens ne s'en rappellent pas, il fallait avoir la bonne télévision, parce que nous, en France, nous avions du C-Cam, au milieu du PAL C-Cam. Donc là aussi, il y avait des histoires de format vidéo qui rentraient en compte. Et ceux qui avaient du PAL C-Cam et PC étaient soit très fortunés, soit bricoleurs, parce que parfois on avait du matériel qui était simplement du matériel étranger, qui était adapté pour le marché français. Donc ça, c'est des éléments aussi à prendre en compte, puisque fin des années 80, avec les copains, là, de devoir regarder les saloperies sur le club Dorothée, la 5 ou d'autres, nous avions soif de connaissances et de découvrir des choses en version originale, non sous-titrées, si je me rappelle, il n'y avait pas de sous-titres disponibles pour certains réservistes américains, notamment avec la closed caption, mais donc il était possible de voir des images de qualité avec des sons de qualité aussi stéréo. Là aussi, il faut le rappeler, avant d'avoir la télévision en stéréo, le reste avant était en mono, et même les vieilles séries japonaises étaient en mono et pas en stéréo, donc ça aussi il faut le rappeler de temps en temps. Donc là, image de qualité, son de qualité, et surtout matériel assez délicat et assez difficile à trouver. Maintenant, on trouve des séries complètes à genre 25 €, ce qui est ridicule. Ça fait quoi? Même pas 200 balles. Avant, pour avoir jusqu'à un épisode de 25 minutes de Dirty Pair en OLED, il fallait dépenser au moins 500 francs et attendre entre 6 mois et 1 an qu'un copain le ramène du Japon. Et je ne parle même pas des frais d'envoi, si c'était envoyé par la poste, à supposer que ça arrive un jour. Merci la poste, bouger avec la poste. Donc, tout ça pour dire que satisfaire un besoin quasiment viscéral de découvrir de l'animation japonaise en dehors du jeu français et du doublage ignoble, merci la suite de la production, c'était quand même quelque chose d'assez difficile. Et par exemple, même en France, les laserdiscs, par exemple, si vous cherchez des laserdiscs de dessins animés japonais en français, en sous-titré français, vous en avez deux. De toute façon, c'était Ghost in the Shell, qui est sorti au cinéma en 87 grâce à Christophe Gans, et pour ceux dont je n'ai pas retrouvé la pochette. Et même là, c'était quand même assez cher. 230 francs, moi, je me rappelle avoir acheté quand même Princesse Mononoke, mais c'était en UTC et japonais à que 600 francs à Virginie. 600 francs à laser japonais d'un film comme Mononoke qui dure plus de 2 heures, sachant qu'il avait plus de 2 disques, oui, parce qu'il faut le retrouver. Vous voyez un peu la taille du truc. Alors, il y avait du CAD et du CLV, ça aussi il faut le rappeler. Et chaque face durait à peu près 2 minutes. Donc il fallait retourner la galette. Et donc moi j'avais la chance d'avoir un lecteur venir tourner reverse. Donc c'était la tête de lecteur qui passait d'un côté à l'autre. Ce qui veut dire qu'il a fini par mourir parce que l'événement il a souffert. Et en plus on n'avait pas le droit aux post-images. C'est-à-dire que l'image était absolument nickel. Mais pour avoir la post-image, il fallait non pas du CLV mais du CAD. Donc ça devient un peu plus compliqué ce moment-là. Mais c'est les débuts au cinéma aussi, ça c'est les débuts des années laser. Magazine, si vous connaissez. Donc, non, c'est la ça prend encore plus de place. Ça prend encore plus de place. Je crois qu'ils ont souffert quand les derniers étaient, c'était notamment pour Titanic. Imaginez la version de Titanic en laserdisc. Je pense que ça prend voilà, le coffret collector. Excusez-moi, je prends un truc. Donc, pour revenir un petit peu en arrière, bien avant le magnétoscope et bien avant le laserdisc, en France, la révolution vient évidemment
le royaume, pardon, la le royaume et le prince Saphir. J'insiste sur le prince Saphir parce qu'il y a rien qui évite de nommer une série Princesse Saphir, alors que le sujet de la série c'est justement une princesse qui se fait passer pour un prince. Voilà, donc spoiler, c'est pas mal. Donc Prince Saphir et le royaume n'a pas révolutionné le paysage audiovisuel français, le pape, et pourtant c'est déjà donné. Il faut attendre en fait Goldorak, qui est soi-disant violent. Observez cette super image où le vétérinaire est supposé lancer des rayons sur les golfs, je trouve ça très amusant. Ça c'est la propagande japonaise du plutôt exagérée. Et donc même en France, le succès de Goldorak, j'ai mis cette image-là exprès pour vous faire la laisser, on va voir. J'en ai deux. Il n'y a pas la boîte. Non, il n'y a pas la boîte. J'avais du temps et voilà, le truc, c'est que Goldorak est arrivé en août 78 à la télévision française et il a été un succès immédiat. Et le succès a même étonné les gens d'Antenne 2. Ce qui fait que les produits télévisés qui sont quand même à la base même d'un marketing public qui était rarement développé en France, a mis quand même facilement un nom à se placer en France. Beaucoup de produits télévisés, même de bande dessinée que vous pouvez trouver pour de Goldorak, sont faits non pas français. De toute façon, c'était bien dessiné, mais carrément italien. Parce que les Italiens avaient précédé les Français à ce moment-là, ils avaient lu Mazinger Z, Mazinger, l'équipe de Gonaga, ils aimaient bien les chemins, ils ont publié mal. Ils ont eu de manière tout à fait pirate d'ailleurs la première série de Gundam. Parce que en 79, c'était en 1980, comme ça. Et c'est une série qui est absolument mythique là-bas. Mais c'était passé de manière totalement pirate, parce que je la connais même pas au courant. Mais Goldorak, du coup, ça, on l'a obtenu, ce jeu-là, il faut le savoir, c'est non pas par les Japonais, mais par les gens de Mattel. Mattel, c'est pas que Barbie, c'est pas que Pidgin, vous ne connaissez pas Pidgin, tout rester pour vous. Et donc, Mattel a distribué aux États-Unis une série qui s'appelait les Shogun Warriors, donc il y a tout un tas de robots japonais qui sont sortis comme ça aux États-Unis, et ils se sont rendus compte tout à fait par hasard que l'un des robots qui proposait, qui est Laser, était en fait Goldorak, et donc ils ont eu quelques mois pour changer le packaging et modifier certains jeux pour pouvoir les sortir en France et profiter du succès complètement dingue qu'il y a eu de Goldorak. Mais il faut attendre en fait l'année 79 pour que Goldorak et ensuite Captain Planet, Motor, etc. arrivent vraiment dans les magasins de jouets et se vendent comme des typins. Il y avait 7 personnages, il y avait aussi avec le robot tout seul. Et c'était vraiment quand même très appréciable. Mais c'est un succès qui a étonné tout le monde à un tel point que certains des jouets sont encore marqués en. Enfin, ça ne vaut pas des masques parce que c'est un peu effacé, mais il y a des marquages dessus qui sont encore en japonais. Ça, il faut savoir. D'autant qu'il y a aussi, par exemple, le Jumbo Nouvelle de Goldorak, si vous trouvez, je crois que c'est Brave Riding, c'est un robot qui a une tête d'oiseau, qui a été dessiné par Mushuki Akihiko, qui était le car designer de Gundam. Et ce robot-là, la particularité pour la version française, ils sont trompés dans l'autocollant qui est sur son buste. Ils ont mis l'écriture de Brave Riding à l'envers. Voilà, il n'y a pas que les Japonais qui ont écrit des bêtises en français sur leur t-shirt. En France, on est aussi avec les trucs japonais. Mais cela dit, il n'y a pas que ça. On a eu aussi énormément de choses japonaises qui nous sont arrivées en France sans savoir. Transformers, il faut le savoir, c'est au départ des jeux japonais. De deux collections, Bandai et Takara. Et là, par exemple, je vous ai mis une image, c'est peu connu, avant même que la série ne soit passée en France. Un petit booklet qui était proposé gratuitement dans les magasins de jeux en 1984, donc il y a 30 ans. Et là, vous observez qu'il y a déjà les Japonais, certes, mais de l'autre côté, c'est Optimus Prime. C'est Jetfire. Jetfire, c'est l'équivalent de la Valkyrie Matos. Robotech. C'est pour ça que ça m'avait marqué. Donc, même là, à ce niveau-là, il y a des choses qui nous sont parvenues par non seulement la télévision, mais aussi les produits dérivés. Et parmi les trucs intéressants, c'est que vous connaissez peut-être tous Big Bang Theory. Oui, non, c'est pas cette image-là va peut-être vous rappeler quelque chose, puisqu'on la voit dans tous les épisodes à côté de la porte d'entrée de l'appartement. Et c'est en fait, c'est Captain Future. Et Captain Future, on va se regarder Captain Future et On the Space Emperor, donc l'empereur de l'espace.
Et ben, vous connaissez tous en fait ce Capitaine Futur parce que c'est Capitaine Flamme. Je perds mon micro. C'est Capitaine Flamme. Donc c'est assez amusant. Même dans les séries américaines, il y a des petites références comme ça que vous trouvez à droite à gauche. Donc ça c'est juste pour dire que même pour Akira, c'est pas la joie de trouver des collecteurs en France. Et pendant des années, en fait, dans les années 80, quand on va obtenir ce genre de choses, voilà, c'est un CD de City Hunter. Les arbres, je ne parle même pas. À Junku et dans d'autres boutiques qui étaient rares à avoir ça depuis le Japon, il fallait compter facilement entre 200 et 400 francs pour obtenir un arbre. Et la plupart du temps, il y en avait un ou deux, c'est-à-dire que quand vous l'achetiez, en fait, c'était sûr que vous étiez là l'une des deux personnes à avoir cet arbre. Là, c'est des vidéos. C'est un petit format qui était très apprécié au Japon à un moment. En fait, c'est l'équivalent de petits musicaux. Et ça, on peut en trouver aussi de temps en temps. Mais les acheter en France, ça ne fait rien parce que, comme vous venez de donner, il fallait avoir le matériel pour pouvoir les lire. Je vous laisse apprécier les prix. Ça durait même pas 5 ou 10 minutes. Et là, c'était quand même 1200 yens déjà. Donc, même, on va dire, grosso modo, maintenant, ça coûterait à peu près dans les 10 euros. Donc, arrêtez de vous plaindre des séries que vous achetez chez quel éditeur que ce soit casé, j'ai suivi certainement parce que certains en changent comme de chemise. Donc les artbooks, pendant longtemps, pour avoir des images de séries aussi célèbres que Cobra, on avait quoi? On avait des albums Panini qui n'ont rien à voir avec les sandwichs. Mais oui, quand même, c'est une belle image, hein, et on va avoir des tonnes, il fallait les acheter au kiosque à Tournant. À la sortie de l'école, et ça coûtait des fois une blinde d'avoir toutes les bonnes images pour en mettre dans l'album. Et c'était vraiment toute une aventure, et ça poussait aussi à l'échange pour avoir les images et compléter son album. Moi j'ai réussi à en compléter qu'un seul, c'était lequel d'ailleurs? Je crois que c'était Capitaine Flamme. Ouais, parce que c'est important celui-là, on a 400 images. Le plus rigolo, c'est celui de Sakukai. On avait deux. Le premier Sakukai, il n'était même pas autocollant. C'était des images qui étaient cartonnées, il fallait mettre de la colle dessus. Je vous laisse imaginer le poids de l'album après quand vous avez toutes les images. Et en plus, l'album lui-même était dans du papier assez pourri, donc vous avez pu échanger la vie. Après, j'ai envie de la colle, seulement elle n'est pas utilisée autant. Si vous avez acheté une centaine à l'époque, on prenait notre album, tout s'envole. Oui, des chances. C'est clair. Là, j'ai mis ça, un exemple précis avec Cobra. Toujours, pendant longtemps, en fait, les connaissances que j'avais autour de l'animation japonaise, en dehors de ce qui passait en France, venaient en fait non pas du Japon, mais des États-Unis. Ce qui me semble évident, qui est beaucoup plus simple et plus facile de suivre ce qui se dit en article ou même en manga. Quand on édite un peu la langue de Shakespeare, en anglais, c'est plus facile à suivre. Donc pendant des années, j'ai acheté des livres comme Akira, Toxic, Cobra, bien d'autres titres, Outlanders, 2001 Nights, tas de choses comme ça. C'était chez Dark Horse, c'était chez Vistomis. Et ces trucs-là coûtaient un peu cher, mais Akira, j'avais découvert bien avant que ça me passe en France. J'ai pas fait exprès et je m'en tape, mais le truc c'est que c'était un des rares moyens d'obtenir des choses en comprenant un petit peu ce qui se disait, ce qui se faisait. Mais à part Cobra, voilà, donc après, mine de rien, en cherchant bien en France, ça par exemple, ça c'est ma collection personnelle au territoire, je suis. Mais en tout cas, j'en ai. Ça c'est la première édition de Cobra qui date de fin des années 70 et des années 80. Ça j'avais trouvé ça d'occasion dans Paris, on trouvait ce genre de truc. Il fallait franchement vous lever le dos. Même au Japon, c'est pas facile parce que ces trucs-là, ça se lit, ça se jette. Ils ne gardaient pas nécessairement des numéros. Ça n'est que très récemment qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché à faire avec des vieilles éditions. Par contre, les Japonais sont très friands d'éditions comme ici. Là, il y a à la fois du japonais et du français, si on comprend bien. C'est la version spéciale couleur de Cobra. Comme vous voyez, c'est Eifu qui a publié les versions inédites de Cobra. Et ça, c'est le genre de choses qui, au Japon, se fait assez souvent plutôt que d'acheter de vieux volumes avec un papier. Il n'y a pas de code sur les bouquins, donc voilà, on peut les choses. Tout à fait, à part pour tes bouquins. Donc, il préfère des rééditions, donc il fait des rééditions de qualité, avec du papier, etc. Donc, pour obtenir ce
genre de choses, c'était vraiment pas évident. Et là encore, vous avez intérêt à apprécier tout ce qu'on a pu avoir en France ces 25 dernières années, parce que vraiment, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Vraiment énorme. On va passer un petit peu sur Cobra. Par exemple, sur Cobra, même en France, vous avez deux éditions distinctes de Cobra. L'une était de Dynamique. Dynamique Vision à l'époque, on s'appelait Alex. Et la particularité, c'est que la première édition, les planches avaient été inversées pour être dans le sens de l'école occidentale. Le occidental n'est pas à l'envers, parce que jusqu'à l'époque du contraire en Occident, on ne peut pas se poser de lire dans le bon sens. Voilà, donc ça c'était avec des planches inversées, donc le bras n'est pas à la bonne place. Et plus tard, c'est encore une fois Téléfou, avec des petits volumes bien sympathiques, pas très chers, qui est revenu sur le marché avec le bras de nouveau, et cette fois-ci dans le bon sens, avec une nouvelle édition et une nouvelle traduction. Donc en fait, vous avez deux versions de Cobra en français qui existent en France. Au niveau des collectionneurs de manga, ça devient un peu la folie. Parce qu'il y a des titres qui sont réunis chez certains éditeurs, qui ont été repris par d'autres. Je ne vais même pas parler de comment ça s'appelle en français, Fly, c'est ça, Conquest. Un moment, il y avait un truc de. Au début de la série, c'est une catastrophe. C'est rien à dire. Le papier, la traduction. Mais c'était pas cher. Voilà, mais c'était la merde. J'ai bien aimé. J'ai vu. On va en mettre. Donc voilà, c'est un petit peu des allers-retours dans le temps, là, mais c'est pour recycler un petit peu les choses et un peu mieux comprendre. En fait, même si là, moi je suis fan de maquettes, j'en fais énormément, et obtenir de l'Outil Japan, c'était une signature. Imaginez qu'à chaque coup, je tombais sur une référence et une publicité dans certains magazines, et je disais maquette, voilà, je veux ça. Et je reproduisais comme je pouvais ce qu'il y avait écrit pour dire voilà, je veux du Japan numéro temps. Je payais à l'avance la somme nécessaire pour obtenir le truc, plus les frais de port, plus je ne sais quoi. Et ça arrivait, genre peut-être 6 mois plus tard. Et c'était à chaque fois le gros pari parce que je me basais sur une couverture qui me semblait sympa. Là, c'est du Japan trop beau. Ça se trouve à l'intérieur, c'est que du noir et blanc et les trucs de merde me foutent. Par contre, entre-temps, j'avais quand même déjà dépensé 200 balles. Quand on n'a pas de boulot et que l'argent ne tombe pas des arbres, c'est pas évident. Donc, vous voyez aussi qu'à ce niveau-là, un monde est très très riche, on ne peut pas obtenir tout pour soi-même, et la plupart du temps, avec les copains, on a souvent un seul livre, un seul laserdisc, un seul CD, passé de main en main pour être écouté, lu, vu, revu. Et maintenant, quand je vais à Boulogne à Paris et que je vois ce genre de truc à 2 €, je pleure. D'accord? Prenez bien, un jour vous me verrez à Joukou, en train de pleurer devant des trucs qui n'ont pas changé depuis 25 ans. Si jamais je vais à la Scope, et là je vois la caverne d'être là-bas, et on s'en fout, on n'arrive pas à les vendre, ça nous aura donc, pour autant, après se retrouver avec des dizaines, des centaines de volumes de ces trucs-là chez soi, ça ne vaut pas grand-chose. Non plus, parce que les choses, bien évidemment, bon, on a quand même atteint, je crois, facilement 20 minutes de conférence, un peu plus. On va revenir un petit peu sur le sujet élément, parce que je suis supposé parler de ça. Là, vous avez compris le contexte. C'est important le contexte, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le livre. Parler du contexte, c'est important parce que les choses ne sont pas arrivées par hasard, les choses ne sont pas arrivées instantanément. Même si le succès d'Animeland a été énorme et moi-même surpris avec notamment le numéro 1 de Goya. C'était d'ailleurs il y a très exactement 23 ans, puisqu'on est en 2014, et c'était en avril 1991. Donc il y a 23 ans, avec des amis, on a lancé ce numéro 1 pour être un dossier dans un fanzine apparaître dans une association qui s'appelle Les Pieds dans le Parc. Il y a quelqu'un qui est allé au collège. Finalement, on s'est fait engueuler comme une poisson pourrie par ces gens-là, alors que je leur avais rendu service en réunissant une équipe rédactionnelle prête à prêter main forte gratuitement pour partager leurs connaissances et leur passion pour l'animation japonaise. On s'est fait insulter et au final, bien heureusement, les copains qui étaient là avec moi, il y a d'autres que je ne connaissais pas, parce que beaucoup des vues et d'autres copains, je ne sais pas pourquoi. Mais qu'importe. Au début, c'était la colère, et puis au final, on a décidé de lancer nous-mêmes le fanzine. Et 2 semaines plus tard, la semaine après, ça je fais larguer
le dossier que vous devez mettre dans ce fanzine est le numéro 1 d'Anne. On l'a fait en 500 exemplaires, non pas photocopié mais imprimé, et c'est parti en 2 semaines aussi. Et là, j'explique aussi dans le livre, là aussi, il n'y a pas de secret, pourquoi ça s'est vendu aussi rapidement et si facilement. Non seulement il y a eu le nom du public, ça on ne sait pas le deviner, mais c'est surtout parce que je connaissais déjà, vous l'avez vu tout à l'heure, des boutiques qui vendaient des comics. Et les comics, mais aussi des mangas à ton américain. Donc connaître Album, DS, et d'autres boutiques aussi dans les bouquins m'ont permis de convaincre ces gens-là de dire voilà, j'ai un fanzine qui parle de ça. Est-ce que vous en voulez? Est-ce que vous voulez le déposer, le vendre? Ils l'ont fait, ils ont accepté, et puis voilà, c'est un peu des prix encore pour un numéro 1 et un fanzine en plus, je le répète. Non seulement 500 exemplaires vendus rapidement, mais en plus on avait déjà l'habitude dedans. Ce qui fait que le prix d'impression de ce premier numéro a été remboursé immédiatement par les publicités qu'on utilise par mes amis et boutiques. Et pour ceux qui ont déjà travaillé avec cette boutique, c'est toujours évident de les convaincre, et non seulement de les convaincre, mais surtout de les faire payer. Parce que nous avons pour laquelle je suis passé ma vie, je faisais tout à l'heure, je n'ai rien dit. Et d'accord. J'ai nos amis de Vietnam achetés. C'est bon, mangez. Donc voilà, il y a 23 ans, Animéland a été lancé, fanzine, des amis, de la passion, beaucoup de connaissances à partager, beaucoup d'histoires, internes ou pas, qu'importe. Le truc, c'est que c'était une aventure, et surtout une aventure humaine. Pour moi, la vraie leçon du numéro d'Animéland, c'est le numéro 3, parce que là, les premiers fondateurs avec moi, les premiers numéros, il y a eu un peu de bordel, je sais encore une fois dans l'anime, mais on va dire que le numéro 1 et le numéro 2, c'est la gestation. Vous voyez, on a bien niqué le télévision de Dylan avec le numéro 1 et le numéro 2, mais 9 mois plus tard, ceux qui voulaient eux-mêmes se lancer professionnellement et avec des prétentions professionnelles sont partis, ils avaient fait un peu le bordel, sont partis d'eux-mêmes, et du coup je me suis retrouvé presque tout seul sur la gestion d'Animéland, et notamment du numéro 3. Tout le monde pensait que j'allais me casser la gueule et que ça ne marcherait pas, mais non seulement ça n'a pas été le cas, j'ai été rejoint par d'autres amis, soutenus, et même ceux qui étaient partis au début sont revenus. Voilà, façon de comprendre. Donc là, finalement, c'est sympa. Et ça a donné ce numéro 3, qui est pour moi la vraie licence d'Animéland, telle qu'on va le connaître plus tard, parce qu'il y a déjà toutes les rubriques qu'on connaissait après, à savoir Raconter Voir, What's Up Doc. Voilà. Pour tous ceux qui se demandaient, mais Animéland, est-ce que c'est uniquement sur l'animation japonaise, avec la rubrique What's Up Doc, vous avez la réponse. Parce que pour ceux qui connaissent un peu, What's Up Doc, c'est pas franchement japonais, c'est plutôt un lapin qui est une carotte. Il faut un peu le bordel dans le carton. Donc voilà, donc avec le numéro 3, c'est le vrai lancement, et déjà avec le numéro 3, on est à 1200 exemplaires. À un moment, j'avais essayé aussi qu'on ferait nous-mêmes les couvertures. Ça, c'est un ami lycée qui m'avait fait des dessins, très inspiré de la ville, j'avais envoyé. Et Patrick, pas de nouvelles depuis pour moi. Mais à un moment, on faisait les couvertures nous-mêmes. On a bien insisté à un moment pour parler de Ranma, mais c'est notre gros coup de cœur sur les années 90. Croyez-le ou non, à chaque fois qu'on a fait une couverture sur Ranma, c'était une horreur, c'était sur fond d'écran. On a beaucoup insisté, hein, et même Cédric qui a fait des cases plus tard, a essayé de lancer les oliviers. Là aussi, par exemple, le numéro 5 d'Animéland, cette image-là, a été faite par un ami, François Ravi, qui était illuminé, très passionné sur son atelier sur Calme Bleu, mais surtout le personnage de Nemo. Donc ça permet de changer un petit peu l'image un peu fan service de Nadia. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qui sont indiquées aussi, qui n'est pas forcément connu. Et là pareil, je ne sais plus comment il s'appelait, le gars il était très doué, je crois qu'il a fini dans l'animation et il m'avait fait un joli Xéno fait maison sur la putain. Après on est passé sur des images originales, ça ne m'avait pas plu. Même si cette image est magnifique, que ce numéro c'est très bien rendu, c'est une avocate. Voilà. Mais ça a une influence sur la couverture sur les ventes là? D'après certains, oui, pour moi non. Non, parce que c'est quand même autre chose que tu voulais bah voilà, mais le truc c'est que ça va attirer le regard, les gens vont voir les titres, et voilà, ce numéro-là par exemple, on aime beaucoup, mais le truc c'est que, comment dire les choses, pendant la période de magazine, il y
Et le 53, si je me rappelle bien, c'est une image de Lane. Imaginez un numéro d'été avec Lane qui fait la gueule et il peut. Et le numéro, c'est vendu comme des types. Et le 83, c'est du berserk, où le gars il pisse le sang, il tient sa copine dans les bras, et là aussi, l'image dégueulasse d'ailleurs, le numéro, c'est vendu comme c'est pas permis. Je pense qu'en fait, très sérieusement, par contre, si l'image attire le regard, les sujets vont intéresser les gens, et non seulement ils vont acheter, ils vont en parler pour eux, et ça fait boule de neige. Et il se trouve qu'on a souvent sorti des dossiers, des sujets sur des titres que les gens avaient plus souvent entendu parler, ou alors ça leur a attiré l'œil. Et ils se sont dit, tiens, ça a l'air sympa, et que ce soit Lane ou Berserk, on a vu juste, sans vraiment le savoir, et du coup, ça a boosté les ventes. Mais par exemple, des titres qui pourtant sont supposés très vendeurs, comme Naruto sur la période magazine, et qui ne concernent pas tout le temps de qu'il fallait, qui a récemment quitté l'aventure de Milan. Il a aussi, pendant des mois avec les Japonais, des ouvertures de Naruto. Au moment où ils ont sorti la couverture de Naruto avec les Milan, c'était une de leurs pires ventes. L'histoire de la communication de la Milan, on peut le voir. Ça me fait plaisir. Non mais, on s'en fout, c'est plus clair. Il faut, comme tu l'as dit, mon ami Pierre Giner, il en parle, la personne qui en parle, il a des ici, Pierre Giner, dans des livres, j'ai fait intervenir différentes personnes qui ont été importantes dans l'aventure de la Milan, mais pas seulement. L'aventure des planètes, les gens qui ont fait l'évolution des salons et des conventions de maintenant, comme Gérald Galliano. Et Yann disait, à Milan, avant, au départ, on précédait les mouvements, on précédait les envies, parce qu'on faisait découvrir des choses qui n'étaient pas encore connues en France. Passer après un raz-de-marée qui a déjà existé depuis 10 ans, Naruto ou One Piece, ça ne à rien, parce que de toute façon, on ne va pas avoir non plus de on arrive après la guerre. C'est un peu comme nos grands amis de Télérama, par exemple, c'est quoi qui ont fait une couverture sur Miyazaki. Bon, il y a 20 ans, on en rêvait, maintenant ça nous fait tous qu'on sourire, mais surtout qu'ils arrivent après la guerre. Il n'y a pas de raison. Annie Milan n'a arrivé en tout cas dans mon temps à le vendre correctement en précédant toutes ces choses-là. Donc c'est d'autant plus difficile que, un, on ne fait pas exprès, deux, c'est pas voulu. Mais trois, surtout, on est obligé de finalement parler de choses qu'on connaît et qu'on essaie de faire découvrir. Et c'est pas toujours facile. Parce que des fois, le truc est à peine sorti, il faut pouvoir le présenter correctement et pas se louper. Je me rappellerai toujours d'un dossier qu'avait fait l'ami Grégoire Hérault, qui est maintenant directeur éditorial chez Furukawa, savoir Fleuve Noir, et ils avaient fait un très beau dossier sur Fullmetal Alchemist. Et comme il y a quelqu'un qui connaissait, moi je ne connaissais pas, on a fait les gens sur les images, fatalement c'est une côté, notamment pour les personnages. J'ai oublié. On s'est détourné sur les des personnages. Stéphane Ferrand qui maintenant s'occupe des mangas chez Léna. Et on s'est trompé, on s'en est pris plein la gueule. Parce qu'il y avait certains de nos lecteurs qui sont, après nous, se connaissaient plus que nous. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'au moment où ils faisaient les articles, nous on avait déjà écrit ça, genre 1 ou 2 mois avant. Et je parle même pas des comptes rendus qu'on faisait sur certains salons, n'est-ce pas? C'était toujours compliqué de pouvoir émettre les choses rapidement pour éviter de publier l'article d'une format trop tard. Donc les numéros d'été, notamment pour parler du festival d'Annecy, c'était plus avant. Là par exemple, ça c'est quelques images du premier local d'Anne Mélan et d'Anne Nart, qui en fait chez un ami, il y a une nouvelle que je connais depuis le collège. Ensuite, il a débarrassé les lieux, c'est devenu nos bureaux, et en fait, on était sous les toits de Paris, dans une chambre de bonne, on appelle ça. C'était tout petit, mais vous voyez déjà, au fond, il y avait déjà des new-types et des animations. Alors ça, c'est des magazines japonais, pour ceux qui ne savent pas, et à l'époque, à Tokyo no Goju, c'est quasiment 120 francs pour un mensuel qui n'est pas toujours très intéressant. Beaucoup de pages blanches, voilà. Donc c'est un tout petit. Il y a plein d'histoires à raconter, il ressemble à tout le monde. Voilà. On pourrait vous parler de la première cassette en Doevi, en sous-titré français, qui était l'ennemi. Vous voyez quand même, historiquement, l'ami Cédric Guittardi et Grégoire Parcollet qui ont sorti cette cassette ensemble, qui sont les fondateurs de l'ennemi Virgo qui va devenir Darcasé. 94, vous voyez, ça m'amuse, je viens de me rendre compte. Vous avez les gens qui trouvent que cette photo a été prise il y a 20 ans. Voilà, je viens de prendre un coup, fax.
Il s'agit de Sébastien Huchet. Sébastien Huchet, il y a 20 ans. Voilà. Bon, il y a le de France 5 aussi. Aussi, oui. Enfin, c'est quand même le patron de Noël, donc voilà. Et derrière, il y a mon vieux SC 475 Macintosh qui me manque beaucoup. Voilà. Et Olivier Fallet derrière, il y a des choses. C'est pas drôle. Je t'ai reconnu la liste. Voilà, et vous voyez, ça c'est pour le numéro 15. Sébastien, à qui on voit d'ailleurs le prix du meilleur fanzine européen sur l'animation japonaise. On a gagné en 1995 auprès du magazine anglais qui était la limite du Juste avant de devenir magazine d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça m'a gêné un petit peu parce que je me suis dit, merde, je ne vais pas pouvoir en profiter longtemps et heureusement, il y a eu des petits soucis d'organisation et surtout de, comment dirais-je, de soucis financiers. Parce que mine de rien, il n'y a pas forcément l'argent de marque pour lancer à et il y a eu entre 4 et 6 mois, je ne sais plus, de battement entre le dernier fanzine et la réalisation du magazine. Je crois que j'avais fait le numéro 21 en novembre ou décembre 95 et je n'ai pas fait exprès, j'ai lancé le numéro 22 d'Admiller dans le kiosque en avril 96. Avec une horrible couverture Signature, je déteste le numéro 22. Pour moi, c'est un très mauvais numéro. Par contre, on n'a jamais vendu autant. Ah non, il n'y a pas peur quand on peut vendre de la merde. Non, mais j'aimais pas parce que ce n'était pas de la qualité que je voulais. On n'avait pas le temps, il fallait sortir le truc. Je connaissais rien à la distribution en kiosque, il fallait que je fasse tout. Avec le numéro 22 d'Admiller en magazine, j'ai été obligé de revenir littéralement au numéro 3 d'Admiller, faire tout seul. Et même si j'ai été soutenu par certains amis, je n'étais pas autant soutenu que tout le temps de fanzine. Et ça, c'était très difficile à vivre pour moi, surtout quand on se retrouve en fin de droit de chômage. On ne peut pas se payer parce que la boîte, il faut mettre des sous dedans, mais on ne peut pas ramasser l'argent. Il a fallu que j'attende 96 pour moi-même me payer le SMIC, à savoir 6 000 balles en tant que rédacteur en chef. Ça aussi, les gens ne savent pas, mais c'est pas parce qu'on lance un magazine qui marche qu'on peut s'acheter des jalousies et une résidence secondaire. Bien au contraire. Donc voilà, on était très loin des 120 mètres carrés de locaux qu'on avait ensuite à Rue-Soleillet. Là, c'est une photo que j'ai mis rapidement. Ça, c'était très difficile à vivre pour moi, surtout quand le droit de chômage, ramasser le moindre de 96, à savoir 6 000 balles en tant que rédacteur en chef. Ça aussi, dépend d'un magazine qui marche, des jalousies et une résidence secondaire. Bien au contraire. Donc voilà, on était très loin des 120 mètres carrés de locaux qu'on avait ensuite à Rue-Soleillet. Là, c'est une photo que j'ai mis rapidement. Jean-Marc Imbert, alias Warwick en France aussi. Vous le voyez en ce moment sur le live avec l'émission Métal Missile et Plastic Gun. Il est passé par la Casa de Milan aussi, mais c'est surtout parce que c'est un vieil ami, je l'appelle depuis 1987. Ça, c'est un petit dessin qui a été fait sur moi. Je vous jure que je n'ai jamais fait ça avec qui que ce soit. Je frappe rien, ça je Bref, bon, ça c'est juste pour terminer sur une petite simplement que j'adore les jouets, je suis collectionneur. Pour la petite histoire, si vous connaissez Tarzan de Disney, il faut savoir que Mattel avait sorti des figurines qui parfois étaient simplement des Ken ou des Barbie qui étaient habillés dans le personnage du moment. Là, pour une fois, le personnage de Tarzan n'était pas Ken simplement en balle. Il ressemblait vraiment à celui du dessin animé. Donc je l'ai acheté, là c'est magnifique. Le problème, c'est que ce jouet a une particularité. Il n'y aura pas d'image à vous montrer, mais quoi, l'animation de parole. Sur la boîte, il montre des fonctions électroniques qui permettaient à Tarzan de reproduire des sons. Donc, en fait, c'est une espèce de petit lecteur MP3, vous appuyez sur les boutons pour enregistrer ce qu'il y a autour. Il se trouve qu'il a son fameux cri de Tarzan qu'il pouvait faire, et pour faire le cri de Tarzan, il faut activer un bouton dans le dos qui lui fait activer le bras. Il y a un mouvement comme ça. Et du coup, sur la boîte, on voit ce mouvement-là. Et accompagné d'un gros ah. Ce jouet est collector. Je ne l'ai jamais sorti de sa boîte. Parce que c'est pas réaction, finalement, c'est pas la figurine. C'est la putain de boîte. Voilà, donc c'était juste pour finir sur un film vraiment. Voilà. Donc, écoutez, une demi-heure, c'est quand même très technique pour résumer autant d'années de défense de l'animation et du manga. J'aurais bien aimé vous parler aussi de l'aventure auprès de mes amis de 10e planète parce que je sais que aussi et si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur les débuts, parce que c'est pour ça que ça va être uniquement gagné, je vous invite à prendre et à acheter, si vous le voulez bien, celui
week-end à Japan Touch. Vous trouverez un exemplaire certainement de Yvan Denis. Si vous voulez, dans les minutes qui suivent, je serai présent avec vous pour une petite dédicace si vous me faites l'honneur d'acheter ce livre auprès de mes amis de Guyane. Est-ce que j'ai parlé de Guyane ici déjà? Sans Guyane. Merci à vous tous et dans 20 ans.